Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne fut divisée en zones d'occupation par les vainqueurs. Les régions occidentales formèrent la République fédérale et la zone sous contrôle soviétique devint la République démocratique allemande. Cette division marqua le début de la guerre froide. Berlin, ancienne capitale du Troisième Reich, enclavée dans la zone sous domination soviétique, fut divisée en deux parties, Berlin-Est et Berlin-Ouest. En 1961, le gouvernement est-allemand dressa un mur entre les deux moitiés de la ville. Le monde occidental s'attacha à éviter l'isolement total de Berlin-Ouest. Le président John Kennedy marqua son engagement en déclarant à Berlin même « À 2 doigts de la guerre nucléaire, les États-Unis et l'URSS choisirent le statu quo. Mais le mur, élément du rideau de fer, demeura le front symbolique de la guerre froide. Au milieu des années 80, les tensions nées de la guerre froide s'apaisèrent grâce à la politique d'ouverture du président soviétique Mikhaïl Gorbatchev. Finalement, en novembre 1989, l'ouverture des frontières permit la libre circulation entre les deux moitiés de la ville. Le mur s'effondra bientôt sous les assauts de la population enthousiaste. Le 14 décembre 1991, sous l'effet de violentes explosions, le cratère sud-est de l'Etna se met à cracher des fontaines de lave et des matériaux solides de petite taille appelés lapillis. D'une durée de 465 jours, le phénomène produit quelques 350 millions de mètres cubes de lave et ouvre des bouches éruptives à une altitude de 2200 mètres aux alentours du cratère Valle del Bove. La coulée de lave, divisée en deux bras principaux, parcourt une distance totale de 9 km avant de s'arrêter à 740 mètres au-dessus du niveau de la mer. La lave, détruisant toute végétation sur son passage, bouleverse profondément la physionomie de la zone traversée. En 1945, les démocraties occidentales et l'Union soviétique, vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, se partagent l'Europe. Mais la lutte contre les rebelles communistes en Grèce et le blocus de Berlin manifeste très vite les signes d'un nouveau conflit européen, la guerre froide. La victoire des partisans de Mao en Chine et le déclenchement de la guerre de Corée exportent ce conflit au-delà des frontières européennes. Le macartisme qui sévit alors aux États-Unis montre le retentissement de cette guerre entre les deux blocs sur l'opinion publique. C'est la chasse aux sorcières. Are you a member of the Communist Party or have you ever been a member of the Communist Party? En 1961, le mur de Berlin est érigé et en 1962, le monde frôle la guerre nucléaire avec l'affaire des missiles soviétiques installés à Cuba. Au Vietnam, une guerre entre communistes et forces soutenues par l'Occident ne tarde pas à montrer les limites de la puissance militaire américaine. Tandis qu'en 1968, le printemps de Prague en Tchécoslovaquie est réprimé dans le sang. En 1975, la guerre du Vietnam se solde par la défaite des anticommunistes. Avec Ronald Reagan, les années 80 voient un durcissement des relations entre les États-Unis et l'URSS, alors que Mikhaïl Gorbatchev lance la glasnost et la perestroïka. We want friendship between our two peoples. Reagan souhaite des relations amicales entre les deux peuples et en URSS, la pression populaire en faveur du changement est irrésistible. Le rideau de fer s'effondre, la guerre froide est terminée. Plutôt nerveux, Pierre Sabag. Il y a de quoi. Avec une vingtaine de jeunes, ce pionnier invente le journal télévisé, précisément le 29 juin 1949. Quelques 3000 récepteurs vont diffuser la grande attraction, le Tour de France. On vient découvrir l'étrange lucarne dans les écoles. Le succès est fulgurant. 20 ans plus tard, la France comptera plus de 10 millions de postes. Longtemps, les reporters utiliseront des caméras film 16 mm. Impossible au début d'enregistrer simultanément le son et l'image. Rue Cognac-G, au siège de la télé, on monte les sujets du journal. La vidéo, elle, fera ses premiers pas, début 70.
Très vite, la puissance publique, qui en a le monopole, conçoit le petit écran comme un véritable instrument de pouvoir. Sous la Ve République, la télé devient la propriété du général de Gaulle. 5 colonnes à la une, le grand magazine d'actualité de l'époque est constamment sous la surveillance des autorités. Chaque jour, le menu du 20h est soumis au ministre de l'Information, qui parfois s'invite même au journal. Avec mai 68, réalisateurs et journalistes s'insurgent contre la censure. La répression est sévère. Le Premier ministre, Jacques Chaban-Delmas, tente en 69 de libérer l'information, une expérience de courte durée. Pour le président Pompidou, la télé, c'est d'abord la voix de la France. Son successeur, Valéry Giscard d'Estaing, fait éclater l'audiovisuel public en 7 sociétés distinctes. C'est la fin de l'ORTF et la naissance d'une concurrence toujours plus rude. Les journaux se personnalisent avec des présentateurs vedettes. La première chaîne est privatisée en 87, d'autres antennes apparaissent. Cette compétition donne lieu à nombre de dérapages comme le faux charnier de Timisoara et surtout la guerre du Golfe. Dans un tel paysage devenu champ de bataille, la télé est bien à présent une industrie. Le dirigeable allemand Hindenburg, qui a assuré la première liaison aérienne transatlantique, est le plus gros engin volant de l'histoire de l'aviation. En 1937, tout juste un an après sa mise en service, il prend feu et s'écrase à l'atterrissage dans le New Jersey, faisant 36 victimes. The back motors of the ship are just holding it just enough to keep it from burst into flames. Get it started. It's rising terrible. Oh my, get out of the way, please. It's burning and bursting into flames and it's falling on the mooring paths and all the folks between it. This is terrible. This is one of the worst catastrophes in the world. Oh, it's the place is 400 or 500 feet into the sky. It's a terrific crash, ladies and gentlemen. The smoke and the flames now, and the frame is crashing to the ground, not quite to the mooring mast. All the humanity and all the passengers screaming around it. Well, Tony, that's your house rock right there. Very good. Down to about 3 centimeters. I was in bag 569. Hippity hoppity, hippity hoppin' over hill and dale. Siège de fréquents séismes de profondeur moyenne, l'océan Pacifique provoque des raz de marée appelés tsunamis. Il suffit d'un décrochement entre les plaques terrestres ou d'une éruption sismique pour que des trains de vagues déferlent à 800 km/h avec des longueurs d'onde de 200 km. La propagation du séisme est optimum dans les fonds océaniques profonds et peut se poursuivre sur environ 15 000 km. Arrivés près des côtes, les ondulations des vagues sont freinées par les fonds marins. Cela provoque un tassement des ondulations des vagues en longueur et la création de murs d'eau pouvant s'élever à plus de 15 mètres de haut. Les vagues s'abattent sur les rivages et pénètrent dans les terres. L'inondation brutale et la force de l'eau détruit alors tout sur son passage.
yeah, yeah. Oh, 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 yeah, yeah.